Chantosso. Il est des lieux exceptionnels qui de tout temps ont interpellé les hommes. Chantosso, avec son éperon rocheux dominant la Loire du haut de ses 70 mètres, est un de ceux-là. Aussi loin que les hommes ont existé, ils ont vécu ici, suscitant tour à tour le besoin de protection, la volonté de puissance ou l'émotion esthétique. Je suis Colin, le moine maudit, fantôme qui erre chaque nuit depuis 1224 dans les ruines de la cité médiévale désormais endormie. Pourquoi ai-je été condamné à ne plus jamais quitter le prieuré Saint-Jean-Baptiste de Chantosso, depuis que le roi Louis VIII de France a fait prendre la ville par son vassal, le duc de Bretagne? C'est une longue histoire que je vous dévoilerai peut-être. Mais laissez-moi vous conter le beau récit, la geste de Chantosso. Dès l'âge de la pierre, autour de 4000 ans avant Jésus-Christ, alors que l'immense forêt des Mauges s'étendait jusqu'à la Loire, le site de Chantosso était habité. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. Au VIe siècle avant notre ère, les Ligures, peuple aux origines incertaines, s'installent et fortifient les perrons rocheux. Le temps passe et la Loire devient un couloir de transport du cuivre d'Espagne et de l'étain de Bretagne. Un port commence à se développer sous la protection du promontoire. Et puis viennent les Pictons, peuple gaulois, qui aménagent un village permanent. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면
오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 Avec la Loire au nord et à l'ouest, toisée de 70 mètres, les marécages du Voinard au sud, la partie est du site reste vulnérable. Il faut donc y construire les premiers fossés et remparts. La ville, alors fortifiée, devient un oppidum. En 56 avant Jésus-Christ, 4 ans avant Alésia, les Pictons sont déjà sous domination romaine. Le port de l'oppidum de Chantosso et ses charpentiers de bateaux sont désormais au service des conquérants. Une flotte de 220 vaisseaux, menée par Decimus Brutus, le lieutenant de César, descend la Loire en direction de Vannes, en Bretagne. Voici ce que racontera César lui-même dans le livre 3 de la guerre des Gaules. César donne au jeune Decimus Brutus le commandement de la flotte et des vaisseaux gaulois qu'il avait fait venir de chez les Pictons, et il lui enjoint de se rendre au plus tôt chez les Vénètes. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 À la fin du IIIe siècle, une fortification est érigée avec des murs de 3,70 m, encore partiellement visibles aujourd'hui avec leurs cordons de briques. Le site devient réellement le Castrum Celsum, la place forte haute, et plus tard, le château haut, Châteauceau. Nous voici maintenant au VIe siècle. Châteauceau est avec Nantes et Angers l'une des 3 principales cités de la région. Clovis, le roi des Francs, poursuit ses conquêtes et le pays de Châteauceau entre sous sa domination. À sa mort, son royaume est partagé entre ses fils, et c'est l'un d'entre eux, le roi Clotaire, qui reprend le Poitou dont Châteauceau fait partie. Le duc Austrapius est alors le gouverneur de Poitiers. C'est un homme pieux, droit et fidèle. Cramne, le corbeau, dans la langue des Francs, l'un des fils de Clotaire veut entraîner Austrapius dans sa révolte contre son père. Austrapius reste fidèle au roi Clotaire, refuse de suivre Cram et se réfugie dans la basilique Saint-Martin de Tours, où il jouira du droit d'asile et deviendra prêtre. Pour le remercier de sa fidélité, Clotaire le fait sacrer évêque à Châteauceau avec promesse de le faire succéder au vieil évêque de Poitiers.
Le duc Austrapius devient ainsi gouverneur et évêque de la cité de Châteauceaux. Austrapius n'a plus qu'à attendre, à Châteauceaux, la mort de l'évêque de Poitiers. Mais le destin en jugea autrement. Les Téphales, peuple voisin, se soulèvent et menacent Châteauceaux. Austrapius laisse sa mitre et sa crosse, endosse sa tenue guerrière et part au combat. Odi le spade, odi le spade, odi il vento urtarsi a mezzo al perno, il dietro alla parte, sempre ne fermo, la man sempre in poco, e scende taglio in col, in punta voto. Monta irrita lo sdegno, la vendetta, e la vendetta poi la tarilona, onde sempre per la fretta, si muove, s'aggiunge e galona, con i nordici mesci più ristretta, si fa la pugna e spada un arno giova, danzi, con pomi, e feloniti, e crudi, qualza cogliermi insieme con gli studi. Une lance fatale met un terme à son épopée. En 768, le roi des Francs s'appelle Pépin le Bref. Il est le fils de Charles Martel qui a arrêté les Arabes à Poitiers et le père du futur Charlemagne. Il rentre d'Aquitaine où il vient de guerroyer et se dirige vers Châteauceaux pour les fêtes de Pâques.
La reine, Berthe au grand pied, l'y attend. À 4000 kilomètres de là, Al-Mansour, le calife abbasside de Bagdad, songe à nouer une alliance avec les royaumes chrétiens pour prendre en tenaille les Omeyyades, ses ennemis, que sa dynastie a chassés de Damas et qui se sont réfugiés en Espagne. Il dépêche un émissaire qui va rencontrer le roi Pépin dans sa citadelle de Châteauceaux afin de conclure un pacte.
Malgré le faste de cette entrevue, aucun accord ne sera scellé entre le roi Pépin et le calife Al-Mansour. Trois siècles passent, Châteauceaux demeure. En l'an 971, un homme décide d'amplifier la forteresse. C'est Renaud de Thuringe, le seigneur des lieux, vicomte d'Anjou. Avec la permission de son suzerain Foulques Nérat, le comte d'Anjou, il fait ériger des palissades et des tours en bois. Châteauceaux restera dans la descendance de Renaud de Thuringe par les familles de Jarzé puis Crespin jusqu'en 1224. En 1040, des moines de l'abbaye de Marmoutier, fondée par saint Martin de Tours au IVe siècle, viennent s'installer à la demande du seigneur de Châteauceaux. Ils construisent le prieuré Saint-Jean-Baptiste dans lequel j'ai prié Dieu tant de fois. En 1172, Geoffroy Crespin donne à la cité son aspect définitif avec ses trois enceintes, d'est en ouest, la ville, la basse-cour et le château fort. Il érige des remparts en pierre et des ponts-levis.
Mais hélas, je dois évoquer Thibaut Crespin, le dernier descendant de Renaud de Thuringe. Un seigneur peu recommandable, tyrannique et voleur, qui pille les terres de ses voisins et rançonne les marchands circulant sur la Loire. Le pirate de la Loire, dit-on en ce temps-là. Thibaut se met au service de l'ennemi du roi de France, le roi d'Angleterre Jean Santerre, venu en 1206 pour reprendre l'Anjou. Mais l'approche de Philippe Auguste le fait battre en retraite. Jean Santerre revient en 1214 pour accomplir les mêmes desseins en coalition avec les Flamands et les Allemands. Mais Philippe Auguste écrase la coalition à Bouvines et marche en Anjou contre Jean Santerre. Celui-ci s'enfuit alors en Angleterre, définitivement. Thibaut se rebelle une troisième fois contre le roi de France en 1224. Le roi est maintenant Louis VIII, fils de Philippe Auguste. Il demande à Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, de détruire la rébellion. Mauclerc assiège Châteauceaux et Thibaut Crespin se rend le 21 septembre 1224. Il est chassé et fuit en Angleterre. Ainsi s'achèvent 250 ans de souveraineté familiale sur Châteauceaux. Le nouveau seigneur de Châteauceaux est maintenant Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, auquel le roi Louis VIII a fait don de la forteresse en remerciement des services rendus. Il fortifie la place encore davantage, elle est maintenant à son apogée.
Mais Mauclerc s'allie avec Henri III, le nouveau roi d'Angleterre. Il chasse de la citadelle les moines de Marmoutier et se soulève contre le jeune roi Louis IX, bientôt Saint-Louis, et la régente Blanche de Castille. Louis IX assiège et prend Châteauceaux une première fois en 1230. Il pardonne à Mauclerc. Mais celui-ci se soulève une deuxième fois contre le roi en 1234. Alors, Louis IX marche à nouveau sur la cité de Châteauceaux. L'assiège et reçoit la soumission de Mauclerc en présence de Blanche de Castille et de la jeune reine Marguerite qu'il vient d'épouser. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno. O manare imperavi, munare, ameno, o manare imperavi, munare, ameno, ameno, dore, ameno, dorime, ameno, dorime, ameno, Saint-Louis, en roi très chrétien, lui pardonne une nouvelle fois. Châteauceaux restera plus d'un siècle dans la famille de Pierre Mauclerc et sera sous la tutelle directe des ducs de Bretagne. Le dernier duc à posséder Châteauceaux, Jean III, y naîtra lui-même. Mais le duc Jean III meurt en 1341 sans postérité. S'ouvre alors pour Châteauceaux une nouvelle période bien tumultueuse. Le duc Jean III meurt sans enfant. S'ensuit une querelle de succession entre les Blois, famille de son frère, et les Montfort, famille de son demi-frère. Cette querelle va durer 80 ans et s'achèvera en 1420 entre Marguerite de Clisson, épouse de Jean de Blois, seigneur de Châteauceaux, et Jean V de Montfort. Gentes dames et beaux messieurs, oyez le récit de la terrible querelle qui opposa en l'an de grâce 1420 dame Marguerite de Clisson, seigneur de Châteauceaux, au très haut et très puissant seigneur, Jean V de Montfort, duc de Bretagne. Tout a commencé il y a bien longtemps, il y a presque 80 ans. Jean III est alors duc de Bretagne, mais il meurt en 1341 sans enfant. Une querelle oppose alors deux clans pour savoir qui va lui succéder, les Blois et les Montfort. C'est Charles de Blois qui doit devenir duc, car sa femme, Jeanne de Penthièvre, est la propre nièce de Jean III. Vive Jean de Montfort! C'est un descendant direct du duc Arthur de Bretagne, le père de Jean III. Le roi de France est avec nous. Charles de Blois est trop jeune pour régner, il n'a que 22 ans, alors que Jean, lui, est sage du haut de ses 47 ans. Jean de Montfort, contre l'avis du roi de France et avec l'appui des Anglais, prend la couronne. Mais en 1345, 4 ans plus tard, le duc de Montfort meurt. Qui va lui succéder? Ce doit être Charles de Blois, évidemment. C'était prévu dans son contrat de mariage avec la petite fille du duc Arthur de Bretagne, qu'il devait devenir duc à la mort de Jean III. Nous avons l'appui des Anglais. Charles a 26 ans, lui.
alors que Jean n'en a que 6. Jean n'a que 6 ans, mais c'est le descendant légitime du duc de Bretagne. Une terrible lutte va alors opposer les deux parties. 19 ans plus tard, Charles de Blois est tué à la bataille d'Auray en 1364, mettant fin à une longue période d'indécision quant au titre de duc. Et Jean de Montfort est couronné Jean IV, duc de Bretagne. 25 ans plus tard, Jean IV n'a toujours pas eu d'enfant. Chez les Blois, on se réjouit. Ah, l'impuissant n'a pas de descendance. Je vais pouvoir récupérer la couronne ducale pour mon fils. Mais, contre toute attente, Jean IV a un fils en 1389. Coucou! Et, 10 ans plus tard, à la mort de Jean IV, la querelle entre les Blois et les Montfort reprend. C'est le fils de Marguerite qui doit devenir duc, évidemment! Mais non, c'est le fils du duc Jean IV qui doit devenir duc de Bretagne, bien sûr. Une fois de plus, dans cette longue querelle, ce sont les Montfort qui l'emportent, et Jean devient Jean V. Merde qui Impuissant! Comment osez-vous prétendre ducher sans vergogne? Depuis toujours, Marguerite de Clisson veut reprendre la couronne de Bretagne aux Montfort. Elle est seigneur de Châteauceaux par héritage de son père, le connétable Olivier de Clisson, qui a acheté la citadelle en 1390. Nous sommes maintenant en 1420. Marguerite de Clisson désire plus que jamais voir la couronne ducale entrer dans sa famille. Pour cela, elle va monter avec ses fils un stratagème. Elle propose au duc Jean V de venir se réconcilier avec elle à Châteauceaux, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, où elle lui promet moult réjouissances. Le duc se rend à cette invitation trompeuse, est arrêté et jeté en prison dans la tour du diable de la citadelle. Jean V supplie alors Marguerite. Gentille cousine, nous vous prions et vous requérons pour l'amour de Dieu de nous sauver la vie, et de nous dire, si votre bon plaisir était, si nous avions nulle garde de mort. Nous nous recommandons bien fort à vous, car nous sommes votre pauvre parent né de Germain, et vous requérons pour l'amour de Dieu, pour que nous ne mourussions point, et qu'il ne nous chaloie de terre ni d'autre chose lorsque vous voulussiez nous sauver la vie. Et vous prions qu'il vous plaise nous en assurer. La nouvelle de la détention du duc à Châteauceaux se répand aussitôt en Bretagne. L'armée bretonne se mobilise. Elle comptera 50 000 hommes. Les Anglais viennent à la rescousse avec leurs canons. Le siège de la cité commence début mai.
Marguerite, comprenant que la partie est perdue, fait sonner la trompette sur les remparts pour indiquer qu'elle veut parlementer. Elle libère Jean V qui lui délègue un parlementaire avec pour mission de recevoir sa demande de pardon, ce à quoi elle répond. À Dieu ne plaise que je le fasse, je ne le ferai jamais. Elle obtient néanmoins de quitter Châteauceaux, libre avec ses bijoux et son argenterie, et s'enfuit à Limoges. Aussitôt qu'elle fut partie, Jean V ordonna aux Bretons d'abattre et araser ensemble toutes les maisons, églises et autres édifices, tellement qu'il n'y demeura clôture, logis ni habitation qu'ils ne furent rués jusque à la pleine terre. Tous les habitants de Châteauceaux furent contraints de quitter en 3 jours la vieille citadelle déchue et de s'établir hors les murs. Même cité désolée depuis cette sinistre année 1420, Châteauceaux n'en continue pas moins de séduire. Depuis sa construction en 971 par Renaud de Thuringe, vicomte d'Anjou, les familles les plus prestigieuses de France l'auront convoité pendant un millénaire. Returned to northern skies where summer hasn't touched the clouds that pass above. I have returned to the somber grace of days too early to come and too hurried to stay. Stars in an ocean light and clearly blue. I have learned the warmth of the sun and a million adventures not yet begun. Trees as green and this dark as blue, heartbreak and poetry with deeper roots. And now I know this is lonely country, and it leads me only back to the sea. For one
1793. Chantosso compte 2200 habitants. La Révolution vient de décapiter le roi Louis XVI. La France est désormais seule contre toute l'Europe, mais elle est fière et sûre d'elle-même. Dans les Mauges, on regarde cela de loin. Mais c'en est trop lorsque la Convention décrète une levée de 300 000 hommes pour combattre l'Europe. Les Mauges, la Vendée, la Bretagne se rebellent et repoussent l'armée nationale dès mars 1793. C'est le commencement de l'insurrection. Le 29 septembre, le comité de salut public installe Jean-Baptiste Carrier à Nantes. Il pratiquera, selon ses propres mots, la déportation verticale des Vendéens dans la Loire, devenue, pour l'occasion, le fleuve républicain. C'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres. Fin décembre, le comité de salut public nommera le général Turreau à la tête de l'armée de l'Ouest. Il organisera immédiatement les colonnes infernales qui feront entre 20 000 et 40 000 morts en 4 mois. Elles passeront 3 fois à Chantosso. Le 17 mai 1794, les habitants de Chantosso ne sont pas tranquilles. La rumeur court que les colonnes infernales arrivent. Ils sont 28, des femmes, quelques vieillards et des enfants, à se réfugier dans la grotte du Veau-Brunet. Au moins, bien cachés, ils laisseront passer la tourmente et regagneront leur maison après la tornade. Mais il en va autrement. Pierre Achard, un témoin bleu, écrira quelques jours plus tard. Nantes, ce septidie prairial en 2e de la République française, une, indivisible et impérissable. Liberté, tout à ma patrie, égalité républicaine. La victoire marche au pas de charge. Témoin oculaire des grands avantages remportés sur les brigands intérieurs, je me restreins au récit exclusif de ces faits. Une colonne de nos troupes qui vient de côtoyer la rive gauche de la Loire jusqu'auprès de Nantes a combattu partiellement l'ennemi et en a défait un bon nombre. Proche de Chantosso, dans un souterrain, réceptacle impur, de 20 et quelques femmes et de 2 vieillards, sommés de se rendre et persistant toujours dans leur opiniâtreté, ils n'ont jamais voulu sortir de leur caverne et y ont été à la 4e sommation consumés par les flammes. Cette colonne, dans sa marche utile et fructueuse, a incendié quelques bourgs, villages et des moulins disséminés dans ces malheureuses contrées. Salut et fraternité, vive la République, vive la montagne. Pierre Achard, républicain. Pierre Achard n'est pas un inconnu. Quelques mois auparavant, il était encore curé jureur de Varade, après avoir été rejeté de Chantosso. 193 personnes auront été massacrées à Chantosso. Jacques Antier, 38 ans. Jacques Bodino, 39 ans. Julien Bottineau, 27 ans. Pierre Bottineau, 62 ans. Pierre Bottineau, 27 ans. Jacques Bouchereau, 24 ans. Jean Branjon, 82 ans. Julien Branjon, 45 ans. Jean Brevet, 56 ans. René Brousselier. Jean Cartier, 22 ans. Jeanne Cartier,
35 ans. René Cartier, 20 ans. Jacques Chapeau, 72 ans. Marie Chapeau, 25 ans. Marie Chevalier, 77 ans. Pierre Chevalier, 48 ans. Joseph Coiffard, 36 ans. Anne Duracier, 4 ans. Jeanne Duracier, 4 ans. Loire, ma Loire, étincelante d'or, je t'aime. Ourlée d'azur sous un ciel pur, Loire, je t'aime. Rouge de soleil levant, Loire en feu, je t'aime. Habillée de ta robe de brume, je t'aime. La Loire. Chantosso la regarde du sommet de sa citadelle, ou bien chemine avec elle, côte à côte, le long de la Patache. Voilà qui fascine les peintres depuis Turner. Joseph Mallord William Turner est, sans doute, l'un des peintres les plus importants du XIXe siècle. Il crée en 1830 le tableau qui inspirera à Monet, 42 ans plus tard, Impression soleil levant, l'œuvre fondatrice de l'impressionnisme. Turner décide de remonter la Loire en bateau à vapeur. Il partira de Nantes le 2 octobre 1826 et mettra 16 heures pour arriver à Angers. Pendant sa traversée, Turner remplit des pages de croquis. Il en exécutera plus de 180. Une fois revenu dans son atelier, il produira aquarelles, gouaches et quelques huiles. 95 ans plus tard, en 1921, Paul Deltombe, peintre du nord de la France, ami de Signac, de Matisse, de Luce, de Dunoyer de Ségonzague, se marie avec une Nantaise et achète le domaine de la Marionnière à Chantosso que, dès lors, il ne cessera de peindre ainsi que la Loire. 2 ans avant sa mort, le célèbre peintre suisse Félix Vallotton se rend à Chantosso en juin 1923 à l'invitation de son ami Paul Deltombe, chez lequel il résidera pour l'occasion. Il y peindra 13 tableaux. Et depuis lors, la Loire et Chantosso ne cessent d'inspirer les peintres. Du mont Gerbier de Jonc, où elle sort de la terre, elle en fait du chemin pour gagner Saint-Nazaire, des plateaux de l'Ardèche filant vers Orléans. Voilà qu'elle vire à l'ouest, plein cap sur l'océan. La voix si majestueuse, sauvage et rebelle, ma Loire entre Varade et Saint-Florent-le-Viel, séparant deux régions autant qu'elle les unit, la Bretagne et l'Anjou, mes racines, ma vie, que j'aime te chanter, traversant mon pays, racontant mon histoire, notre géographie, entre le pont de Mauve et celui d'Ancenis. Ma terrasse est légende, ma Loire a du génie. Au pied de Chantosso, la voici large et fière, attirant les regards, les peintres, la lumière, la brume sur le fleuve, l'étirement des voiles. Et Deltombe et Turner la couche sur la toile. En d'autres temps lointains, jusqu'à la Grande Guerre,
transportant le charbon, les ardoises et la pierre. Elle livrait sel et vin sur Oudon ou Montjean, au ventre des gabarres, des voiliers, des chalands. Que j'aime te chanter, traversant mon pays, racontant mon histoire, notre géographie, entre le pont de Mauve et celui d'Ancenis. Ma terre a ses secrets, ma Loire a sa magie. Si jamais je t'oublie, tu viens me rappeler par tes crues de printemps, tes bancs sableux d'été, que nous vivons chez toi à la Meilleraie ou à Nez, dans tes sites fameux, dans ton petit Liré. Même si le ciel est gris, que tu voiles tes bras, tu t'empares de nos vies, nous attire vers toi, au fil de ton courant, au creux des tourbillons. Toujours fidèle ami, quelle que soit la saison. Que j'aime te chanter, traversant mon pays, racontant mon histoire, notre géographie, entre le pont de Mauve et celui d'Ancenis. Ma terre a ses légendes, ma Loire a du génie.